Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc nous sommes aujourd'hui pour notre émission On en parle où on reçoit Julien Plantier. Bonjour Julien. Bonjour. Dans le cadre du restaurant Le Castel que tout le monde connaît, le restaurant de Jimmy. Qui ne connaît pas Jimmy, donc on aura l'occasion de faire un petit reportage à la fin de l'émission. Donc les chroniqueurs sont toujours les mêmes. Richard. Bonjour. Jean-Luc. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'homme à la moustache grise qui a un humour décapant aujourd'hui. Bonjour à Philippe toutes. Watla. Bonjour à toutes. Voilà. Et donc Julien Plantier. Bonjour à tous. Je laisse la parole donc à Philippe pour une présentation de Monsieur Plantier. Oui, Julien Plantier, 34 ans, avocat, c'est important parce que il a une profession, donc il n'attend pas tout de la politique pour vivre. Il est adjoint au sport de Jean-Paul Fournier depuis ce mandat. Il incarne le renouveau de la droite républicaine, il est jeune, il est souriant. Il a adhéré en 2005. Il a adhéré en 2005 donc, aux Républicains. De 2007 à 2012, il a été responsable des Jeunes Républicains. Et aujourd'hui, il figure sur la liste de Jean-Paul Fournier. Et de ce que l'on sait, dans une communication qui n'est pas toujours précise et qui n'est pas toujours ouverte, il serait le premier adjoint de Jean-Paul Fournier. Mais ça, il va nous le dire. Donc nous sommes très contents. Moi, la première question, c'est on a eu beaucoup de mal à avoir des représentants des Républicains dans notre émission. Est-ce qu'il y avait une directive du maire de dire à ses adjoints n'allez nulle part? Du tout, dans la mesure où je suis là ce matin avec vous. Merci de m'accueillir dans le cadre de cette émission. Non, c'est juste que on est dans une société de la communication. L'important, c'est de communiquer à bon escient et de le faire dans une stratégie globale. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une campagne de l'élection municipale. Et puis, vous savez, il est important, lorsqu'on communique, de dire des choses. Si c'est pour venir communiquer avec vous sans forcément apporter des éléments importants, c'est pas la peine. Par rapport à ce que vous dites, merci pour le tableau et la description que vous pouvez me faire. Je mettrai juste un bémol par rapport aux éléments qui seraient pressentis. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une campagne municipale. Certes, j'appartiens à une majorité municipale depuis maintenant 2008 aux côtés de Jean-Paul Fournier. Je lui dois beaucoup, je dois beaucoup à cette ville. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans un partage des postes. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une élection avec une désignation qui sera faite les 15 et 22 mars prochains. Moi, si notre liste arrive en tête à l'issue de ce suffrage, on verra comment les choses se passent. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un partage de postes. Donc, il n'est pas question que je sois premier adjoint à l'heure où on en parle. Alors on va crever l'abcès tout de suite par rapport à des rumeurs qui circulent un petit peu partout par rapport à la santé de Jean-Paul Fournier. Il se dit, donc vous êtes là, et les choses comme ça vont être beaucoup plus claires, que le maire actuel, ou Jean-Paul Fournier candidat, se présenterait pour après vous laisser la place. Alors est-ce que rumeur, info, intox, crevant l'abcès, on peut dire les choses directement. Je suis son porte-parole dans le cadre de la campagne de la liste Choisis son hymne. Ce n'est pas pour autant que je parle à sa place. Aujourd'hui, si. Oui, aujourd'hui, je suis le représentant de cette liste. Aujourd'hui, Jean-Paul Fournier a un âge certain. On ne va pas se cacher derrière cela. Il a 74 ans. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Il n'y a pas que lui, vous avez entièrement raison de le souligner. Il est maire de Nîmes depuis 2001, 3 mandats. Il a décidé au mois de décembre dernier, le 7 décembre, de se porter candidat pour un 4e mandat. Il est tout à fait apte à cela. Certes, il a eu des ennuis de santé, mais vous savez, dans une vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il a été affaibli pendant un certain temps. Il a eu une période de rétablissement. Depuis qu'il est revenu aux manettes de cette ville, je peux vous assurer, et je peux vous témoigner, moi qui le vois au quotidien dans le cadre de cette campagne, et plus globalement travaille avec lui à ses côtés, de sa détermination, de sa pugnacité et de sa volonté d'agir. Et s'il se porte candidat à ce 4e mandat, il a mûrement réfléchi. Donc d'aller jusqu'au bout. Le connaissant, je peux vous assurer que c'est quelqu'un de déterminé, qui sait où il va. Et son but, bien sûr, s'il se présente aujourd'hui, c'est pour finir le mandat. Il a un fort caractère, vous le savez, vous vous en doutez, et le connaissant, je sais très bien que s'il s'engage, il s'engage totalement. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous le soutenons dans cette démarche-là, parce que pour nous, c'est le meilleur candidat, le mieux placé
pour continuer à œuvrer au service du quotidien des Lillois et des Lillois. Donc oui, il n'est pas question que le maire, en tout cas, ce n'est pas à ma connaissance, mais que le maire s'engage pour quelques mois, quelques années. Non, vous savez, quand on sollicite un mandat auprès des citoyens, c'est un mandat de silence, un mandat précaire, on le sait tous, mais c'est un mandat pour une mission bien précise. Il ne s'est jamais défaussé ou caché derrière des idées reçues par rapport. Donc un tox. Clairement. Pourtant, beaucoup de gens sont d'accord sur Nîmes pour dire qu'il a de bons résultats, donc vous allez dire le contraire. Mais c'était peut-être le moment justement de passer la main, de partir sur une victoire, comme on dit. Pourquoi absolument enchaîner sur un 4e mandat? Depuis 2001, il est maire de cette ville. On l'a dit, il a trouvé personne, c'est ça ma question. Oui, non, je vais vous répondre par rapport à cela. Il a trouvé personne pour prendre le relais, c'est ça que je voulais dire. Vous savez, on n'est pas dans une succession. On n'est plus dans une période passée de royauté, de monarchie. Il y a un moment, il faudra bien qu'il... Je veux dire, si c'est pas maintenant, là, je pense qu'il n'en fera pas un 5e. Donc il y a un moment donné, il faudra bien qu'il passe la main à quelqu'un de... La transmission, ça se prépare, c'est clair. Aujourd'hui, il a fait le choix d'aller chercher ce 4e mandat avec une équipe renouvelée, avec une équipe rajeunie, et je suis certain de sa capacité, pour l'avenir de cette ville, de laisser la ville dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, selon lui, et je partage ce sentiment, les conditions n'étaient pas réunies. On sait très bien qu'aujourd'hui, on voit très bien que la politique, d'un point de vue national, d'un point de vue local, parfois elle ne tient à rien. Elle ne tient à rien, il y a des surprises qui peuvent se passer, des cataclysmes, on le voit à l'étranger, on le voit aussi en France. Ce qui est dit aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Aujourd'hui, les conditions n'étaient pas réunies et on sait très bien la difficulté de transmettre ce pouvoir dans de bonnes conditions. Et alors puisqu'on est encore dans les rumeurs, dans ce qui faut faire attention avec les rumeurs. Non, mais on est à Nîmes, on a bien cascaillé, ça parle, donc c'est très bien de pouvoir échanger et de se dire la vérité, de se dire les choses. Parce que ce qu'on entend aussi, c'est que Jean-Paul Fournier ne veut pas laisser la place, très clairement, à son meilleur ennemi, qui est Yvan Lachaud. C'est un peu... alors, est-ce que c'est une démarche... Est-ce que c'est cette démarche qui l'amène à, ou volontairement, ou il y a quelque chose? Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils soient très copains, tous les deux. Non, ils ne sont pas forcément copains. Ils ont travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années. On va dire qu'il y a eu des écueils ces derniers mois, ces dernières années, par rapport à des prises de décision, par rapport à des divergences dans une politique menée sur un territoire entre la ville et l'agglomération. Aujourd'hui, on est dans des démarches qui sont différentes, avec des visions différentes du territoire. Jean-Paul Fournier, aujourd'hui, ne se présente pas seulement pour contrer Yvan Lachaud. Il est dans une démarche de proposer un nouveau projet, une nouvelle perspective pour ce territoire, une nouvelle vision qui est différente des autres candidats. On le voit dans le cadre de cette campagne des municipales. Chaque liste a des visions différentes au niveau du territoire, et donc l'objectif de Jean-Paul Fournier, il ne le fait pas pour lui, il ne le fait pas pour les autres, il le fait parce qu'il croit en ce territoire et il pense aujourd'hui, et je partage ce sentiment, qu'il a encore une vision pour ce territoire, une perspective d'avenir avec des projets qui vont arriver, et il a envie de les mener. D'accord, encore un temps que c'est Jean-Luc qui voulait. Oui, en 2015, il confiait à Objectif Gap qu'après avoir avalé beaucoup de couleuvres, il faisait part de quitter son poste en 2020. Bon, apparemment, il a changé d'avis. C'est sûr qu'il y a l'animosité contre Yvan Lachaud qu'il a un peu décidé aussi. Mais après, est-ce qu'il y a... Voilà, le reste. Il n'y a pas que ça, je pense. Eh bien, je viens de vous le dire. Parce qu'entre 2015 et 2019... Je viens de vous le dire, il y a un certain nombre de projets qui l'ont emmené. Par exemple, le Palais des Congrès, par exemple, le parc urbain Jacques Chirac sur les anciennes Pépinière-Pichon. Il y a aussi tout le projet de la politique en rue de renouvellement au sein de nos quartiers qu'il a initié, qu'il a envie de mener. Vous me citez l'exemple de 2015 par rapport à une possible déclaration qu'il a pu faire. Aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire très clairement, Jean-Paul Fournier a une carrière politique assez importante. Il a connu un certain nombre de victoires, il a connu aussi un certain nombre de défaites. Le connaissant, par facilité, il aurait très bien pu dire, ben voilà, j'ai fait le travail et je m'arrête. Non, il souhaite véritablement continuer ce travail, et aussi, mais c'est là aussi, oui, peut-être que vous n'avez pas forcément saisi,
aussi dans une volonté de transmettre cette dynamique avec une nouvelle équipe, avec une équipe renouvelée à 50%, qui est rajeunie avec des hommes et des femmes issus de la société civile, pour aussi peut-être prendre à défaut ce qui a pu être fait jusqu'à présent. Avec un bras droit qui s'appelle Julien Plantier. Avec un bras droit qui s'appelle Julien Plantier, mais avec d'autres, bien sûr. Il a présenté les 6 premiers candidats de la liste. Sur les 6 premiers candidats, il y a 3 anciens, dont lui, 3 nouveaux. Non, c'est un collectif qui travaille à ses côtés, avec une volonté aussi de partage de la décision, de partage d'un projet. On est moins sur une volonté verticale d'œuvrer, on est vraiment dans une volonté d'ouvrir plus largement, notamment au niveau de la société civile. Aujourd'hui, il fait le choix de se présenter sans appartenance politique, même si on sait tous, et lui le premier, que c'est un homme de droite depuis le début de son engagement politique. D'accord. Philippe. Oui, deux remarques. Donc, quand on vous demandait si vous seriez le premier adjoint, vous dites toujours oui, c'est pas du tout, alors du jour. Sauf qu'après, vous nous dites, bon, la liste va être renouvelée à 50%. Donc, à me faire croire à moi, on ne sait pas qui sera dans la liste des adjoints, déjà, d'une manière générale, ça commence bien à se dessiner. La présentation de la liste, c'est quand? Le 13 février. 13 février. Et donc, le premier adjoint, dans ce nouveau décorum, il y a naturellement un rôle phare, parce qu'il y aura l'agglo, donc on ne sait pas comment la répartition s'opérera. Et deuxièmement, il y a vous dites renouvellement des programmes. Mais aujourd'hui, moi, ce que je constate, tout le monde nous parle des programmes, des projets à 30 ans. Tout le monde. On n'en a pas vu aucun. On n'en a pas vu aucun. Alors, ta question. Mais moi, c'est des remarques qui servent de questions, je suis désolé. D'accord, alors pose ta question. Donc, je vais la poser. Donc. Alors, les projets pépinière-pichon, bon, d'accord, il n'y a pas besoin de Jean-Paul Fournier pour finir un programme. Hein, il y a un terrain, on nomme des architectes, et puis voilà. Bon. Pareil pour le palais des congrès, où personne n'a été consulté, d'ailleurs, de la société civile, des partis politiques périphériques. Quel va être le nouveau programme en termes d'imagination, en termes de faire bouger la ville, où c'est quand même le point le plus triste. Dans le sondage qui est sorti là, vous êtes à 35%. Donc, est-ce que ça change d'abord la stratégie de Jean-Paul Fournier de savoir qu'il est à 35%? Non, du tout, dans la mesure où on est sur un échantillon très réduit sur les 2 sondages. On est sur un échantillonnage à 700 à peu près, 700 sondés, 700 sondés pondérés à 500 réels, à peu près 2 mois d'une élection municipale. Et on sait très bien aussi que la manière dont on présente un sondage lorsqu'on pose les questions aux gens, parfois ça peut être orientable et orienté. Donc nous, on est tête dans le guidon, si vous me permettez cette comparaison sportive, tête dans le guidon sur notre campagne municipale. On se fiche de savoir ce qui peut ressortir de son sondage. Il est clair, je ne vais pas vous mentir, qu'on préfère être dans cette position que dans une autre. Mais vous laissez-moi finir. Donc on préfère être dans cette position plutôt que dans une autre, parce qu'on sait très bien qu'il y a une dynamique qui peut se créer par rapport à cela, mais en revanche, on ne prend pas d'un point de vue comptable une influence quelconque par rapport à ça. Par rapport au projet. Aujourd'hui, on est fin janvier, la campagne municipale est courte, mais elle est longue aussi. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un projet qui va être présenté dans la 2e quinzaine du mois de février. Donc aujourd'hui, vous donner des perspectives par rapport à cela, je ne pourrais pas, dans la mesure où on est dans un calendrier bien précis par rapport à cela. On est aujourd'hui, permettez-moi d'insister là-dessus, on est aujourd'hui dans la présentation du bilan. On a eu ce week-end 80 000 documents qui ont été donnés dans les boîtes aux lettres de la ville de Nîmes pour rappeler tout l'engagement qui a été pris et surtout la crédibilité de notre action politique, parce qu'à chaque fois que Jean-Paul Fournier a proposé quelque chose, ce sont des choses sur lesquelles il s'est engagé. Ce document a été distribué sur l'ensemble des boîtes aux lettres de la ville de Nîmes. On va présenter la liste à mi-février, le 13 février, et ensuite on présentera un projet. Ce projet, je ne sais pas si ça va vous rassurer ou si ça va vous inquiéter, mais en tout cas ce projet il existe. On a bien évidemment encore des perspectives d'avenir et une vision. Alors certes, cela peut paraître abstrait de proposer un projet à 10, 20, 30 ans, mais je crois que la politique, à moyen terme, elle existe. Il faut arrêter d'être dans le court terme, de penser sur les 2 années à venir. Non, il faut s'inscrire dans la durée. Et on voit très bien aujourd'hui la difficulté que l'on a au niveau de l'agglomération à proposer un projet de territoire à horizon 2020 ou 2030. Donc aujourd'hui, c'est essayer de proposer un certain nombre de projets structurants pour construire le territoire de demain. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une ville qui avoisine les 150 000
avec une agglomération à 250 000, la première question est de savoir est-ce qu'on souhaite rester dans une ville à taille humaine comme c'est le cas aujourd'hui, ou est-ce qu'on souhaite se développer à outrance? Ce sont des questions qu'il conviendra de se poser. Aujourd'hui, nous proposons de rester... Non, juste, je finis là-dessus, après je vous laisse la parole. Donc, nous, on est dans une perspective de rester sur une ville à taille humaine comme c'est le cas aujourd'hui, de ne pas tomber dans l'outrance du développement, comme ça peut être le cas sur d'autres agglomérations du territoire de l'Occitanie ou plus largement, et essayer de voir comment la ville va pouvoir s'inscrire dans un projet plus global à l'échelle de l'agglomération de Nîmes Métropole. Voilà comment on va. Alors, quand vous dites ça, donc ça fait 18 ans que M. Fournier est là, enfin il y a son équipe, et donc vous savez déjà, je suppose que ça fait 18 ans que vous préparez l'avenir, donc c'est pas, je veux dire, c'est pas comme si on pourrait dire quelqu'un qui se présente aujourd'hui, bon, il ne sait pas trop, il va faire un projet. Bien sûr. Oui, mais c'est toute la difficulté à la fois d'asseoir notre projet sur un bilan et en même temps de proposer une perspective. La différence par rapport aux autres candidats, c'est que Jean-Paul Fournier a une crédibilité certaine par rapport à ses réalisations. Voilà. On le voit par rapport à ce qui a été proposé depuis 2001 et surtout demain ce qu'on proposera, au moins les Nîmoises et les Nîmois auront entre guillemets une certaine confiance par rapport au portage de ces projets politiques. Alors, bien sûr, on ne nous retrouvera jamais sur des propositions totalement infondées, folkloriques ou ubuesques. Non, tout ce qu'on va proposer, on va le réaliser. D'accord, alors si on parle de projet d'avenir, il faut qu'on parle de quelque chose qui était un peu une épine dans le pied de Jean-Paul Fournier, ça a été la bipolarité entre Nîmes et la métropole. Donc là, on est en phase de projet. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, est-ce que Jean-Paul Fournier, gagnant aux prochaines élections, sera le président de la métropole, ou est-ce qu'il y aura encore cette bipolarité qui lui a fait quand même pas mal de mal? Pas mal de mal. Question encore. Il a annoncé lors de sa conférence de presse au mois de décembre dernier, au moment de l'annonce de sa candidature à l'élection municipale, moi j'étais présent dans les 50 ans en porte-parole de la campagne, il a annoncé qu'il ne briguerait pas la présidence de l'agglomération de Nîmes Métropole. Donc une bipolarité. Oui, alors bipolarité en termes barbares, en termes techniques par rapport à cela. Non, l'idée c'est aussi se servir des erreurs du passé. Il en convient, hein, il a convenu qu'il avait sûrement fait une erreur. La plus grosse erreur de son mandat, c'est comme ça qu'il l'a déterminé. Une erreur importante en confiant l'agglomération à son ex-adjoint Yvan Lachaud. On se rend bien compte des différences de vision que l'on a pu avoir pendant 6 ans. Moi qui ai siégé au conseil communautaire et qui a parfois exprimé la position de la ville de Nîmes au sein de cette agglomération, parfois il est clair qu'on s'est senti un petit peu isolé par rapport à ça. Donc Jean-Paul Fournier a annoncé qu'il ne briguerait pas la présidence de l'agglomération parce qu'il pense à juste titre qu'aujourd'hui peut-être que la société a changé, il y a aussi la question des cumuls de mandats, de la difficulté d'organiser son temps par rapport aux différents mandats, donc il se consacrera exclusivement à la ville de Nîmes. En revanche, il souhaitera proposer, parce que là aussi, hein, attention, la ville de Nîmes est une commune parmi 39 autres communes. Alors certes, on a un certain nombre de voix au sein de l'Assemblée délibérante, mais on ne fait pas la pluie de beau temps au sein de l'agglomération, même si Nîmes a malgré tout une place très importante. Donc il proposera, et on proposera, si on est élu demain au sein de la majorité municipale et au sein de l'agglomération, un candidat nîmois qui a toute la confiance de Jean-Paul Fournier, qui a une expérience politique. Donc là aussi, il n'y a pas de langue de bois par rapport à cela. Le candidat qui sera proposé par Jean-Paul Fournier sera Franck Proust. Très bien, voilà. Au moins c'est clair. C'est sans langue de bois. Sans langue de bois. Très bien. Je voudrais revenir sur le bilan. Vous avez distribué cette semaine le bilan de M. Fournier. En 19 ans de mandat, Nîmes reste toujours la ville la moins attractive selon les Parisiens, je crois. Concernant l'emploi, concernant le pouvoir d'achat, concernant l'immobilier et concernant aussi les salaires. Est-ce que dans le nouveau programme, vous allez remédier à ça? Alors, je vais bien sûr répondre à votre question, mais... Alors, ville moins attractive de plus de 150 000 habitants, je précise. Notre conversation a débuté depuis une dizaine de minutes, un petit quart d'heure. J'espère que les gens qui nous regardent et qui n'habitent pas Nîmes vont quand même pas regretter leur choix, dans leur sens quand même. Attention, il faut aussi qu'on soit
essayons de communiquer positivement. J'entends que certains classements nous positionnent comme des mauvais élèves par rapport à cela. Je rassure nos téléspectateurs, il y fait bon vivre. Et je pense que si vous êtes là aussi, c'est parce que nous croyons en ce territoire-là. Donc essayons de communiquer de manière positive. Je referme la parenthèse par rapport à cela. Jean-Luc voulait dire quels sont les points d'amélioration. Les points d'amélioration, il y en a. Aujourd'hui, il est clair que la ville de Nîmes a des marges de manœuvre importantes, notamment par rapport à la fiscalité, notamment par rapport à améliorer notre désendettement. En revanche, au niveau de l'emploi, attention, la ville de Nîmes est une collectivité territoriale, on est un employeur important, mais ce n'est pas nous qui créons les emplois de demain. En revanche, c'est essayer de rendre notre territoire le plus attractif. Sous la mandature de Jean-Paul Fournier depuis 2001, au moment où il a créé l'agglomération de 2002 à 2014, il y a près de 16 000 emplois qui ont été créés sur le territoire. C'est important, mais c'est trop peu. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on permette aux entreprises... Sur le territoire ou de la Nîmes Métropole? De Nîmes Métropole. Nîmes Métropole. Sur Nîmes Métropole. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on essaye de permettre à des entreprises de venir sur le territoire. Ce n'est pas une compétence ville de Nîmes. Demain, au niveau de l'agglomération, il y a un certain nombre de propositions qui vont être faites pour essayer de capter ces entreprises-là avec surtout des emplois à fort pouvoir d'achat. Parce que moi, je n'ai rien contre des bases de logistique, contre de faire venir des entreprises, mais il faut aussi que ça soit des catégories socio-professionnelles qui soient demain aussi des acteurs de ce territoire-là et surtout qu'on puisse ramener du pouvoir d'achat au sein du fond. Mais comment vous expliquez que justement, on parlait d'attractivité de la ville, que cette ville, elle a tout, justement, comme vous venez de le dire, elle a tout pour être attractive. Mais elle est attractive. Oui, mais pas oui, selon, mais, pas oui, selon mais, le après, on sait très bien que les indicateurs, on parlait tout à l'heure des sondages, on sait très bien qu'on peut faire ce qu'on veut au niveau des sondages. On ne peut pas passer de la dernière à la première place comme ça. J'entends, il y a aussi le classement d'un grand quotidien britannique qui nous a considéré comme une des plus belles destinations avec The Guardian, des plus belles destinations touristiques. Parce que aujourd'hui, si vous voulez, tout ça est lié quand même, parce que bien sûr, si la ville est attractive, elle c'est pas spécialement pour que les touristes y viennent ou pour c'est pour que des entreprises viennent s'installer et qui vendent leur qualité. Vous le savez, la qualité de vie vous le savez par rapport à votre profession. On sait très bien qu'aujourd'hui, une des attractivités de notre territoire, c'est le tourisme. On sait très bien qu'on est une ville, une destination sur l'arc méditerranéen, avec un très beau patrimoine, avec des possibilités de développement importants. On l'a vu par rapport à la création du musée de la Romanité qui a ouvert ses portes il y a quelques années maintenant. On avoisine les 400 000 entrées, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, on est en capacité d'un point de vue touristique à proposer quelque chose. Cela ne suffit pas. Attention à ce qu'on dit, cela ne suffit pas, mais c'est un atout qui peut nous permettre aussi. L'installation de la gare de Manduel, c'est aussi un atout au niveau de notre territoire. Malheureusement, ce projet de la gare de Manduel ne répond pas à nos attentes, ne répond pas à la perspective et à la vision que nous avons de ce territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une gare de Manduel qui, malheureusement, nous dessert plutôt qu'autre chose. Quand on voit qu'on doit payer 50 € en taxi du centre-ville pour aller sur la gare de Manduel, c'est inadmissible. Quand on voit qu'il faut qu'on mette une demi-heure en voiture pour rejoindre la gare de Manduel de la ville-centre, c'est inadmissible. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est officiellement la création d'une troisième voie qui nous permettrait de relier Nîmes-Centre à cette gare TGV. C'est assez clair. Aujourd'hui, ça représente une enveloppe de 12 millions d'euros. Quand on voit l'argent qui a été dépensé à la chaîne de l'agglomération, ce n'est rien du tout. Donc demain, il faut qu'on le fasse. C'est un prérequis vital pour l'avenir de notre territoire. L'attractivité du centre-ville, pardon, donc on est en train d'en parler, notamment au niveau des commerces, on voit dans certains... Alors c'est vrai que là, on est toujours un peu dans il y a l'aspect soleil, il y a l'aspect un peu moins ensoleillé, comme on voit le prolongement de Général Courbet, comme on voit cette fameuse coupole, qui est pourtant rattachée à, je dirais, à un diamant qui s'appelle les Halles de Nîmes. Tout le monde aime les Halles, qui fonctionnent bien, qui essaient de se bouger, et une coupole qui est catastrophique. Quelle est la démarche par rapport à ça? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Bon, le passé, mais quelle est la démarche qui va se faire pour enfin faire bouger ce centre-ville et tous les boulevards qui ont, je pense, des problèmes aussi de loyer, voilà. Quelle est votre vision future par rapport à ça? Aujourd'hui, au niveau du centre-ville, un certain nombre de mesures ont été prises. On l'a vu dernièrement par rapport à la politique du stationnement, d'essayer de créer un parallèle entre
améliorer le stationnement et un développement du centre-ville, on l'a vu sur les fêtes de fin Qui a d'année, fait beaucoup de bien. qui a fait beaucoup de bien pour les commerçants. J'en témoigne du nombreux messages que l'on a reçus en ce sens, qui nous remerciaient d'avoir pris ces mesures. Il y a aussi un volet lié à l'animation au niveau du centre-ville. Là aussi, quand il y a des choses importantes, on sort d'un week-end de la biographie en cœur de ville. Il y a eu le festival de flamenco pendant 3 semaines. Nous avons le week-end de la truffe aussi qui se déroule en centre-ville. Je tiens aussi à rappeler... Les jeudis de Nîmes l'été aussi. Non, voilà. c'est sûr. Je tiens aussi à rappeler, c'est important parce qu'on l'oublie souvent, Jean-Paul Fournier, depuis toujours, a souhaité qu'on ait une offre universitaire en centre-ville. Le fait d'avoir près de 6000 étudiants en cœur de ville au niveau du Fort Vauban, c'est aussi important pour le développement du centre-ville. Lorsqu'on regarde d'autres villes beaucoup plus importantes, on a parfois des campus universitaires qui se situent en périphérie. Là aussi, c'est important. Au niveau du centre-ville, permettez-moi quand même de rappeler, je ne me dédouane pas, mais permettez-moi de rappeler que la société a aussi changé. Il y a le développement de l'achat par Internet, il y a de nouveaux modes de consommation, il y a des gens qui ne souhaitent plus s'embêter à venir en centre-ville, se garer, marcher à pied, qui prennent par facilité, qui vont dans des galeries commerçantes périphériques, il y a des gens qui pourraient se garer dans le magasin, ils le feraient, et même parfois un drive sans sortir de leur voiture. Il y a des gens qui aiment les centres-villes, notamment quand ils vont au Havre, ils se déplacent. J'habite en centre-ville, je suis un pro centre-ville depuis toujours. J'en vois certains qui aujourd'hui viennent dans les allées des Halles de Nîmes. Il y en a certains, je pense, qui découvrent depuis quelques semaines ce magnifique patrimoine lillois qu'est les Halles de Nîmes. Je referme là aussi cette parenthèse. Aujourd'hui, c'est très simple. On a une locomotive commerciale, c'est les Halles de Nîmes. On a un point noir, c'est la coupole des Halles. Aujourd'hui, la coupole des Halles est gérée par un assureur multinational qui n'est pas connaisseur et qui n'est pas un professionnel du commerce. Aujourd'hui, pour gérer ce type d'établissement, il faut que ce soit un professionnel qui soit en capacité d'aller chercher de grandes enseignes. On ne négocie pas avec Zara, Mango, H&M, Uniqlo comme on négocie des assurances. Ça fait combien de temps qu'ils ont repris? Il y a quand même une validation de la mairie par rapport à ce choix quand même. Bien sûr qu'il y a une validation de la mairie dans la mesure où... Donc vous pouvez leur remettre un peu... Ah non, mais là je vais être très clair par rapport à cela. Aviva a réalisé un certain nombre d'aménagements, de travaux, de rénovation par rapport à la coupole. Ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qui avait été proposé initialement. Aujourd'hui, Jean-Paul Fournier a reçu à plusieurs reprises, à sa demande, les propriétaires. Il a adressé un certain nombre de courriers pour mettre la pression, pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus acceptable d'avoir cette verrue au sein du centre-ville. Il faut absolument que Aviva trouve un repreneur. Ils sont vendeurs, donc il faut que ça se fasse. Aujourd'hui, il est trop prématuré pour en parler, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on espère que dans les semaines ou dans les mois à venir, enfin, un professionnel de ce domaine viendra investir sur Nîmes avec cette coupole et surtout qu'on puisse proposer une offre alternative à cette coupole. Aujourd'hui, il y a un bon point, c'est que la FNAC a signé pour 10 ans. Ça, c'est un bon point. Et c'est grâce à Jean-Paul Fournier, je tiens à le souligner. Juste, je finis par rapport au centre-ville. Donc, au niveau de la coupole, on est là-dessus. Ensuite, il faut aussi qu'on réfléchisse à de nouveaux modes alternatifs de transport. Pourquoi pas réfléchir à de la mobilité douce pour faciliter les gens à venir en centre-ville, parce qu'on sait très bien parfois qu'il a de la difficulté par rapport à cela, et surtout aussi à réfléchir à la vacance commerciale. Donc, là, il est encore trop prématuré, et pourquoi pas envisager un certain nombre de mesures pour faciliter l'accession au commerce, pour inciter les gens à venir en centre-ville, pour y investir, pour créer aussi de nouvelles enseignes. Donc on est vraiment là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le centre-ville, pour nous, est une priorité. Vous allez me dire que tout le monde le propose, que tout le monde le dit, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on se bat depuis 2001. Depuis 2014, Jean-Paul Fournier a souhaité créer une délégation à la redynamisation du centre-ville. Et en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que avec une volonté politique, on n'y arrive pas, mais en tout cas, s'il n'y a pas de volonté politique, il est clair qu'on y arrive. Oui, il y a une information qui a transité là, il y a peu de temps, de quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, ça n'a pas dû vous échapper, qui dit « Mais Lachaud, même battu au municipal, peut être président de Nîmes Métropole ». On revient à la politique. Oui, bah oui, on revient à la politique, mais ça existe. Alors, ça m'a semblé énorme, mais bon. On est sur une table avec des petites lumières tamisées, on ne va pas faire de calcul politico-politicien. Voilà. Aujourd'hui, nous, on est dans un débat qui est dans le cadre des municipales.
chaque chose en son temps. Il est clair qu'on ne peut pas éluder le fait intercommunal, on ne peut pas mettre de côté la politique communautaire. Aujourd'hui, ce qui est certain, je pense, selon moi, quel que soit le résultat de cette élection municipale, pour l'avenir de notre territoire, il faut absolument que Nîmes retrouve toute sa place au sein de la zone. C'est Nîmes métropole, mais c'est avant tout Nîmes et la métropole. Je crois que cette situation serait catastrophique pour... Et le développement de notre territoire doit passer par Nîmes. C'est de Nîmes qu'on va créer des conséquences bénéfiques pour le territoire. Sans oublier les villages de la métropole. Mais moi j'ai une question que se posent beaucoup de Nîmois. On arrive au second tour. Au second tour, il y a 4 listes qui sont là. M. Gillet, M. Fournier, M. Lachaud, M. Richard. Qu'est-ce que fait M. Fournier? Vous êtes bon. On appelle cela des plans sur la comète. Ne donnons pas trop d'importance à ce que l'on peut entendre ici ou là. Laissez le temps de la campagne. Le 15 mars, c'est bientôt, mais ce n'est pas demain. Il y a encore un mois et demi de campagne par rapport à cela. Non, ne faisons pas de calcul. Aujourd'hui, on est dans le cadre... Vous y avez passé quand même. C'est possible. En fait, tout est possible. Aujourd'hui, vous savez, on est dans une société où parfois ce qui est dit quelques mois avant est tout l'inverse. On voit l'élection du président de la République. Si on avait pensé quelques semaines ou quelques mois avant cette élection qu'on en serait là, peu de personnes y auraient pensé. Personnellement, je ne l'avais pas dit. Bon, ben, vous étiez un visionnaire, vous avez une belle vision. J'étais sur une radio, je leur avais dit. D'accord, bon, très bien. Vous étiez un des rares, je pense, à ce moment-là, donc félicitations. C'est pour ça que après, le cas peut arriver aussi. Par rapport à ça, nous, on n'est pas du tout là-dedans, dans cette démarche. Aujourd'hui, on va proposer une vision, un projet avec une équipe, une nouvelle équipe. Faisons une belle campagne et on verra comment les choses se passent. Chaque chose en son temps. Il y aura une semaine entre les deux tours pour voir. En tout cas, ce qui est certain, je vous le dis d'ores et déjà, c'est que je pense que les gens ont horreur des tripatouillages politiques. Oui. Aujourd'hui, les gens en ont marre de dire, voilà, j'appelle à voter pour un tel, pour un tel. Les gens, ils ne sont plus là-dedans. Les gens n'ont plus besoin de savoir. Les gens sont assez grands, sont assez sensés. Ce sont des citoyens engagés, des citoyens éclairés. Ils n'ont pas besoin d'avoir de propositions, de recommandations. Alors, vous êtes actuellement adjoint au sport, donc il y a aussi une question que pas mal de Nîmois se posent par rapport à l'avenir de Nîmes Olympique. Tant au niveau des résultats, mais ça vous n'êtes pas sur le terrain, mais quand même par rapport à l'organisation et par rapport à la gestion du club, par rapport à un président qui s'appelle Rani Assaf, avec des projets que vous avez signés et validés, puisqu'il y a eu la vente du stade, avec un projet immobilier aussi qui est un projet immobilier fort. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça et comment vous envisagez les choses par rapport à ce futur projet, vu actuellement la façon dont gère le club ce président? Deux éléments par rapport à cela. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de tabou. À partir du moment où on parle de l'action publique, il n'y a aucun tabou par rapport à ça. Très bien. Deux éléments. Premier élément, d'un point de vue sportif, à un instant T. Aujourd'hui, la situation de Nîmes Olympique est critique. Oui, on va ça vous n'êtes pas sur le terrain. Oui, mais bon, c'est quand même important de le souligner parce qu'on arrive à mi-saison, on va dire que la saison est largement engagée. Aujourd'hui, on voit que c'est en train de se creuser avec nos concurrents directs. Et c'est problématique. On est à quelques jours de la fin du mercato, les recrues sont arrivées, on a reçu des nouveaux joueurs. Je ne suis pas certain que ça suffise, mais là aussi, moi je n'ai pas d'ingérence, ça fait 6 ans que je suis lié au sport, je ne me suis jamais positionné dans un débat sportif. Par rapport à cela, ce n'est pas mon rôle. Nous on est là pour accompagner des clubs, on n'est pas là pour les gérer. En revanche... On va dire qu'on se maintient. Donc ça détermine quand même des positions d'avenir. Non mais ça ne détermine rien. Rani Assaf, lorsqu'il est venu présenter son projet de reconstruction d'un nouveau stade, on était, je ne vais pas dire dans les bas-fonds, mais on était plutôt deuxième moitié de classement de Ligue 2 plutôt que dans une montée. Donc l'un et l'autre ne sont pas liés. Aujourd'hui, on est dans le cadre du développement du sport professionnel. On voit bien à l'étranger, ça commence à se voir en France, que pour que le sport professionnel se développe, il faut que les clubs soient propriétaires de leurs infrastructures. C'est une manne financière importante. Les collectivités, dorénavant, malheureusement, ne sont plus les acteurs clés par rapport au financement du sport professionnel. D'un stade, pas d'un projet immobilier. Oui, c'est bien un stade qui a été proposé, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet immobilier global, mais parce qu'on sait très bien que
pour réaliser ce stade, attendez, mais là je ne sais pas que je défends qui que ce soit, mais pour réaliser un investissement de ce type, il faut bien qu'il soit rentable. Voilà, il faut bien comprendre qu'on est dans une démarche aussi que ça puisse être une manne financière pour le développement du club. Et c'est là où on a été très sensible et très vigilant par rapport à ça au moment des négociations en amont de la signature d'un compromis de vente avec le club du Nîmes Olympique et avec Raniazav, c'est de bien veiller à ce que le Nîmes Olympique ait toute sa place au sein de ce projet. D'un point de vue juridique, ça a été présenté avec différents conseils, avec différents avocats, d'un point de vue de la Ligue des Nîmes, mais aussi d'un point de vue du club et de son président, pour bien que ça soit. Ça a été passé au conseil municipal. Bien évidemment, on est encore dans une vigilance parce qu'on sait très bien que les résultats peuvent peut-être avoir un impact. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. Richard ou Philippe, peut-être une question sur la sécurité? Sur la sécurité, dans le sondage, parce que c'est quand même intéressant un sondage qui déterminait les priorités des Nîmois. C'est la sécurité qui arrive en tête à 48%. À titre personnel, ça me navre, mais bon, qui arrive en tête. Hein. Et quand on voit que les affaires culturelles et que l'animation sont derniers à 9%, ça me navre d'autant plus. Voilà, donc moi j'ai pas grand chose à dire. Je dis que dans cette ville, on n'a quand même pas... on n'a pas une imagination débordante sur l'avenir. La sécurité, le stationnement, la circulation, bah oui, c'est des problèmes, enfin bon, on fait tous avec. Et il y a eu des progrès de fait, je suis bien d'accord, il y a eu beaucoup de progrès de fait dans le centre-ville pour le stationnement et la circulation. C'est ça qui intéresse les Nîmois. Alors effectivement, je trouve ça assez navrant. Voilà. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, notamment de la politique culturelle, on n'aura pas le temps d'en discuter parce qu'on va bien... Moi, je vais faire sur la sécurité. Juste un mot par rapport à cela, je partage le constat que vous faites, mais c'est plus un sentiment d'insécurité que des problèmes liés à la sécurité en tant que telle. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres sur les années précédentes, on voit que l'ensemble des baromètres sont devenus progressifs et en baisse. C'est vraiment ce sentiment d'insécurité, je pense, qui heurte et qui porte atteinte au quotidien des concitoyens. Aujourd'hui, depuis 2001, on a mis en place une politique très forte en matière de sécurité par rapport au fonctionnement des policiers municipaux, par rapport à l'installation de caméras de vidéoprotection, qui ont été bénéfiques pour le territoire, parce que là aussi je pense que c'est un élément qui permet de justifier ce meilleur indicateur au niveau du baromètre, au niveau de la sécurité. Par contre, il est clair que, là aussi, attention, n'oublions pas quand même que la sécurité est un élément régalien de la politique de l'État. Nous, on est des intervenants autres permettant d'accompagner cette politique de sécurité, notamment avec la police municipale, mais n'oublions pas quand même que la sécurité appartient quand même aux éléments régaliens de l'État. C'est la réaction d'ailleurs que Jean-Paul Fournier a eue par rapport aux événements de Pissevin en écrivant à M. Macron. Alors on va finir l'émission. Richard, rapidement une question rapide. Une réponse rapide. Non mais si pour une réponse, il faut une question. Oui. Une petite question. Est-ce que vous pensez rouvrir le boulevard par exemple de la Libération pour pouvoir refaire le tour de l'écusson? C'est beaucoup de gens, beaucoup de candidats. Petite réponse. Depuis que cette décision a été prise, on n'a pas changé d'un iota par rapport à ça. Aujourd'hui, cela a permis de créer un parc piéton qui va de l'Écusson jusqu'à la gare et demain jusqu'au parc urbain Jacques Chirac. Et d'ailleurs, les personnes qui vous proposent cette réouverture, j'aimerais quand même avoir un peu plus le fond de la pensée parce que je vous rappelle quand même que sur cette partie-là, nous avons aujourd'hui le trambus qui passe. Je ne vois pas comment la cohabitation entre le trambus et des véhicules classiques peuvent se faire avec aussi des piétons. Les projets vont sortir, hein, il n'y a pas que chez vous, donc on pourra en analyser. Jean-Luc, pour en revenir au stade, au cas où ça se réalise, tous ceux qui annexent, les salles, tout ça, vous proposez de les faire du côté de Cap-Costière, c'est ça? C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez pensé au plan de circulation? Parce que en général, ça se passe le mercredi ou le samedi ou le dimanche, et là il y a un plan de circulation qui est catastrophique. Aujourd'hui, ça va amener un plus. Là, par rapport à juste un élément par rapport à ce stade Costière, donc pour que on puisse
changer la destination de ce stade et donc permettre le projet global de reconstruction du stade, il y a un certain nombre d'activités qu'on est obligé de délocaliser. Une grande partie de ces activités seront positionnées sur la dernière parcelle vide du Mas des Vignoles. D'accord ? D'ailleurs, par rapport à cela, là aussi, ça montre bien à quel point nous sommes intransigeants sur le développement des zones périphériques. Il est important de le rappeler. Jean-Paul Fournier, depuis plus de 10 ans, s'est toujours opposé au développement de ces zones commerciales. Là, au moins, le débat il est clos. Demain, il y aura un parking qui permettra aux gens qui viendront au stade de venir stationner ici, et on va aussi construire une halle des sports permettant à l'ensemble des activités sportives de pouvoir être localisées par rapport à ça. Par rapport à la circulation, on est à proximité de T1 avec un arrêt qui est situé de l'autre côté de Pierre-Costière. On est avec une offre de stationnement qui sera très importante par rapport à cela, et il y aura aussi au niveau du chemin des canons. Donc non, la connexion elle se fera. Après peut-être qu'il y aura des aménagements à faire, et pourquoi pas réfléchir à de nouveaux modes de transport aussi par rapport à cela. Mais oui, ce sont des choses bien évidemment sur lesquelles il y avait quand même des problèmes d'identabilité sur ces zones-là. Et par contre, un projet qui devait sortir, qui était un petit peu critiqué, c'était le Mas de Possac. Après, cette zone qui va ressortir, là, qui est Mas de Possac, enfin non, je dirais, je ne sais plus comment s'appelle le projet, enfin peu importe, c'est le projet en fait. Philippe. Non, j'ai en souvenir un dessin de Jean Eiffel qui décidait de Gaulle à une conférence de presse, et de Gaulle disait « Veuillez formuler vos questions à mes réponses ». Donc c'était ta question? Non, c'est ma conclusion. C'était très joli. C'était très joli. Alors, elle a répondu à toutes les questions. On pose la question à tous les candidats. Qu'est-ce que donc on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui n'ont pas encore pris leur décision au niveau du vote, c'est la question un petit peu de conclusion, à ces gens-là qui nous écoutent, qu'est-ce que vous avez à leur dire? 30 secondes pour convaincre, oui, c'est ça? Exactement. Non, ici, on est dans le cadre d'une campagne municipale, donc avec des visions différentes du territoire. Il y a un débat, et je pense que ce débat, il faut qu'il y soit, c'est important. Un débat serein, un débat sain, sur des visions différentes, et après, les gens sont assez grands pour se faire leur propre opinion par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, on a à la fois l'expérience et le renouvellement. L'expérience par rapport à une équipe qui a déjà réalisé un certain nombre de projets, on en a parlé depuis 2001, mais surtout une volonté aussi de penser au lendemain, de penser à l'avenir. Allier l'expérience et le renouvellement, être sur des perspectives d'avenir avec une vision importante du territoire, un rayonnement territorial, une attractivité, et cela, on pense l'incarner. Les Nîmoises et les Nîmois nous ont fait confiance. On a un bilan qui en témoigne, mais ce bilan ne suffit pas. Il faut absolument que nous soyons dans une démarche de proposition, une démarche d'une nouvelle vision pour ce territoire, et c'est ce qu'on va expliquer pendant cette campagne. Vous êtes pour un débat? Juste une petite question. Vous êtes pour un débat? Regardez, non, mais pas entre. On l'a là, ensemble. Non, mais je parle d'un débat entre candidats. Oui, ça fait des années qu'on débat depuis. Vous savez, la campagne ne commence pas là. On est dans l'action depuis de nombreuses années et le débat il existe. Eh bien écoutez, merci Julien Plantier de cette et merci à Jimmy de nous accueillir au Castel. On va le voir tout de suite après dans une présentation de son bel acteur du territoire et du centre-ville. Complètement. Merci Olivier. Il a prouvé à plusieurs reprises. Merci pour la Et ça roule pour lui. Ça roule ou ça Il est en forme. Il est en ça forme. Donc prochaine émission jeudi prochain, nous recevrons le prochain candidat aussi, qui est Yvan Lachaud. Merci à toutes et merci à tous pour votre écoute. Merci. Jimmy Vial, bonjour. Bonjour. Merci bonjour. de votre accueil. On peut même se tutoyer. Parce Si tu veux, ouais, avec grand plaisir. Merci de ton accueil pour notre émission. On en parle donc au Questel. Bah, écoutez, ravi, au contraire, super, ça s'est bien passé, je crois. Très bien. Donc le Questel, pourquoi le Questel? Alors le Questel, tout simplement, parce que quand j'ai racheté cet établissement il y a 3 ans, c'était déjà la place Questel. Voilà, c'est parce que c'est place Questel. Voilà, qui n'était pas réhabilitée, au demeurant encore, mais elle a été totalement piétonnée. Du coup, c'était quand même déjà une place. Là, ça a pris tout son nom, la place Questel. Donc on a gardé le nom de ce monsieur qui est un architecte en fait du 19e, je crois, et qui a fait l'église Saint-Paul. D'accord. Donc à l'époque. Et puis la place Questel a été complètement rénovée, ce qui fait qu'elle est toute piétonne quasiment maintenant, donc c'est quand même. Ouais, alors super. Julie, on te connaît aussi pas mal de tout le monde de la ville, je crois, te connaît avec toutes les différentes affaires que tu as pu Et ma avoir. première, c'était le Racine, derrière la rue, là, la rue Blétry. Ensuite, j'avais fait le cerf à Moussa, je trouve que c'était croisé aussi là-bas, voilà. Et puis maintenant, la brasserie Questel. D'accord. Donc le Questel ouvert midi et soir? C'est ça, ouvert le midi et le soir à partir du mardi. On est fermé le dimanche et le lundi. D'accord. Ça, c'est les 2 jours consécutifs de congé.
Et voilà, avec une cuisine de brasserie le midi, des produits frais, de saison. Et une cuisine un peu plus élaborée de partage pour le soir, avec des belles côtes de bœuf à la découpe, enfin voilà, pas mal de petits plats sympas. Des cuisses de grenouille. D'accord. Des animations aussi? Des animations régulières tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. Donc qu'est-ce qui se passe? Avec un after-work où on invite un vigneron et chaque fois on fait déguster ses vins, on fait des petits tapas à la volée et on a un petit groupe de musique. Ça c'est tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. C'est la seule animation mensuelle que j'ai mis en place. Et sinon, prochain, le jeudi. Alors là on a un peu fait un break janvier, février aussi, on va faire un break au mois d'avril je pense. Parce que comme ça se passe en extérieur, il fait un peu frais, malgré les chauffages. D'accord. Bon, voilà. Et puis on peut dire aussi que tu es le cœur de la feria aussi maintenant. Ah, on a un bel établissement, ouais. on a la Bodega Greco qui fait partie pratiquement, qui prend désormais une grosse partie de la place, où on arrive à créer une entité sympathique. Ouais. Et puis avec une spécificité, c'est que tu as remis en cause un peu, ta personnalité a remis en cause tous ces bracelets qu'on donne. Oui. Ouais. Ça c'est intéressant aussi. C'est vrai, oui, on avait fait ça, là, il y a déjà... Ouvert à tout le monde, vraiment. Ouvert à tout le monde. On a enlevé le bracelet d'accès, on avait fait à l'occasion par la boîte qui s'occupe de ma communication médiatique, on avait fait une vidéo qui avait fait d'ailleurs le buzz, qui avait été reliée aussi par adresse. Parce qu'on en a peut-être un peu marre de tous ces accès, où on a des cartes, des accès, des bracelets, etc. Puis finalement, est-ce qu'on arrive à le distribuer à tout le monde? Est-ce que les gens qui viennent de l'extérieur arrivent à se procurer des bracelets? Moi, je crois pas. Donc, j'étais en plus un des initiateurs de ça au départ, mais il faut savoir changer d'avis à un moment donné. Et puis ça correspond à ton caractère, qui est dans la relation humaine, dans l'humain. Vraiment, merci. Voilà. C'est vrai. Donc merci infiniment de nous merci avoir à reçus. vous. Et puis je vous invite tous à venir Avec plaisir. Bon, Ça va là pour vous accueillir. Il y a aussi une équipe choc, une équipe sympa. Et donc je vous invite tous à venir déjeuner ou dîner au restaurant Le Questel, Place Questel. Merci à vous. Bye bye.